Donc, l'idée de cette conf, c'est effectivement de voir un peu ce qu'on peut avoir comme niveau de sécurité dans PostgreSQL, en fait, et essayer de voir un peu tous les niveaux de sécurité qu'on peut trouver, qu'un administrateur de base de données ou un développeur peut trouver dans PostgreSQL. Alors, en deux mots, alors ces slides, en fait, ils ont au moins un intérêt, c'est que ça permet à l'orateur de se mettre dans sa conf et d'être un peu plus focus. C'est pas uniquement pour parler de moi, parce que ça n'a pas forcément d'intérêt. En deux mots, je suis Stéphane Schilknecht, j'ai participé à la connaissance, on va dire, autour de PostgreSQL depuis quelques années maintenant. Ça fait 25 ans que je travaille avec Postgres. J'ai participé à la création, à la fondation de PostgreSQL FR. Et en 2010, j'ai fondé ma propre société d'expertise autour de PostgreSQL, l'Oxodata. On a une forte expertise autour de Postgres, mais on a aussi ajouté les piliers DevOps et Cloud à notre expertise qu'on développe sur une large palette de services. On fait de la formation, du support, du conseil et tutti quanti. Donc, pour en revenir à notre sujet, la sécurisation, en fait, le souci de la base de données, c'est pas tant la base de données que les données que vous allez mettre dans votre base. Et ce qui fait la fortune de votre base de données, c'est les données que vous avez à l'intérieur. Donc, on va essayer de sauver notre précieux et de voir quelles sont les méthodes qu'on peut trouver dans Postgres pour s'assurer que vous n'allez pas disperser aux quatre vents votre bien le plus précieux, vos données. Alors, évidemment, on peut restreindre les accès au serveur, on peut restreindre les accès aux bases, on va gérer des droits sur des objets, les attribuer ou ne pas les attribuer, et on peut aller jusqu'à la visibilité d'une donnée en particulier. Donc, on va voir tout ça un peu plus dans le détail. Donc la question, c'est déjà d'identifier les menaces, parce que toutes les méthodes qu'on peut utiliser ne correspondent pas à toutes les menaces. Il n'y a pas une méthode pour s'affranchir de toutes les menaces. Donc ce qu'on va essayer de savoir, c'est s'affranchir déjà des accès non autorisés. C'est la première chose que vous allez faire, en fait, c'est de dire il n'y a qu'un certain nombre de personnes qui ont le droit d'accéder à mon bien le plus précieux, à mes données, et pour ça, il va falloir voir comment est-ce qu'on peut s'affranchir des accès non autorisés. Évidemment, vous allez vouloir vous prémunir du vol de données, mais vous pouvez aussi vouloir vous prémunir d'un utilisateur indélicat. Potentiellement, ce qu'il faut vérifier, c'est que vous n'avez pas un utilisateur qui va venir piquer des données et les transmettre à l'extérieur. Et petite cerise sur le gâteau, c'est l'utilisateur maladroit. L'utilisateur le DBA qui glisse en prod et qui efface une table dans laquelle vous aviez des données précieuses, c'est aussi une méthode de se prémunir de ça, c'est aussi une façon de sécuriser ces données. Alors, la première des possibilités, c'est de dire, en fait, moi, ma base de données, elle est sur un endroit dans un no man's land, personne n'y a accès. C'est pratique, parce qu'en fait, vous n'avez pas trop à gérer. Le seul souci, c'est que c'est compliqué d'aller chercher, d'aller rentrer des données ou d'aller les rechercher. Donc, il va falloir ouvrir des accès à votre base. Donc pour ça, soit vous pouvez utiliser un petit bateau et puis aller chercher les données, les récupérer, mais ça va vite devenir compliqué. Donc on va essayer d'avoir des accès un peu plus ouverts. Donc pour ça, on va déjà travailler dans le fichier PostgreSQL.conf pour ouvrir des accès. Alors soit on va travailler en socket directory sous Postgres, soit on va pouvoir ouvrir des accès Internet. Donc on va configurer le listen addresses et le port d'écoute de votre instance PostgreSQL pour ouvrir les accès vers l'extérieur. On va aussi pouvoir régler dans le PostgreSQL.conf un certain nombre d'informations liées aux méthodes d'authentification et à la façon dont l'utilisateur va se connecter ou va être rejeté en fonction de ses accès. On peut configurer le SSL et ce genre de choses. L'autre partie de la première étape que vous allez faire, en fait, c'est de travailler sur votre fichier pghba.conf. Et c'est dans ce fichier pghba que vous allez pouvoir régler en fait les accès à vos bases par utilisateur. Donc vous allez pouvoir soit avoir des accès locaux, soit avoir des accès distants, activer ou pas la SSL, définir un utilisateur et la méthode d'authentification de cet utilisateur. Alors,
Dans celui-là, en fait, on n'est pas trop sécurisé sur la partie interne, on est en peer, sur le localhost, on est en trust. Bon, c'est pas franchement ce qu'on peut faire de mieux. On peut aller un peu plus loin, on peut avoir des méthodes d'authentification en MD5 ou mieux en Scrum SHA 256. Et depuis la version 16 de Postgres, en fait, on a même la possibilité de renseigner pour les utilisateurs ou les bases de données des expressions rationnelles, ce qui vous permet en fait d'aller un peu plus loin dans la généralisation de ces lignes-là et de ne pas avoir une seule ligne par type de connexion utilisateur-base de données, par couple utilisateur-base de données. Et donc on peut utiliser des fichiers dans lesquels on aura une liste de noms d'utilisateurs ou de bases, ou des groupes qui contiennent des utilisateurs ou des bases. Alors j'ai un collègue qui m'a dit ouais, Trust et MD5 c'est pas très sécurisé. Oui, effectivement, c'était plus pour l'exemple de l'expression rationnelle que pour la méthode d'authentification. Mais oui, on peut faire mieux que Trust et MD5. Donc dans les types d'authentification qui sont reconnus par Postgres aujourd'hui, on a évidemment la méthode Trust. Alors la méthode Trust, c'est facile, c'est vous avez la porte de chez vous, la porte d'entrée chez vous est grande ouverte. Vient qui veut, il peut entrer mais il peut aussi sortir de la même façon. Ensuite, on a un petit peu plus sécurisé, password. Alors password, c'est le mot de passe est transmis en clair, on va éviter. MD5, il est chiffré, et on a Scrum SHA 256 où là, on a vraiment une communication chiffrée du mot de passe. Et après, on a d'autres méthodes, GSS API, SSPI sous Windows. On a les méthodes ident-peer qui sont reconnues aussi. Donc là, soit vous avez un serveur ident où vous avez possibilité de faire de la correspondance entre utilisateur système et utilisateur base de données. Et après, tout ce qui peut être LDAP, Radius, PAM et autres types d'authentification. Donc ça, c'est pour les types d'authentification. Maintenant, l'idée, c'est quand même d'inviter du monde à venir jouer avec vous et utiliser et partager vos données. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un utilisateur. Donc quand on va créer un utilisateur, en fait, on va créer un rôle. Alors, dans Postgres, historiquement, on avait un create user, et dans la norme SQL, on a un create role, et en fait, un create user dans Postgres, c'est un create role avec l'option login. C'est un rôle qui peut se connecter à la base de données. Donc on va créer un rôle. Ici, on crée l'utilisateur Jonathan. On va créer pareil, un utilisateur, donc rôle login Davidé, on peut créer un rôle admin. Donc là, en fait, on n'a pas c'est vraiment un rôle, donc c'est pas un utilisateur qui pourra se connecter à la base de données, mais on va lui donner des droits de création de base de données et de rôles. Donc dans Postgres, les rôles, ils ont un certain nombre d'attributs. L'attribut login, ça en fait un utilisateur. Il peut être super user. Donc en fait, c'est vraiment l'utilisateur qui va avoir droit de vie et de mort sur tous vos objets dans la base de données et tous vos autres utilisateurs. Droit création de base de données, création de rôle. Un droit spécifique pour mettre en place une réplication par streaming dans Postgres, le droit réplication. Vous pouvez définir un mot de passe au moment de la création, donc avec le mot-clé password. Vous pouvez lui faire hériter les droits des rôles auxquels il appartient. Vous pouvez avoir un rôle aussi bypass RLS, donc on verra un peu plus tard ce que c'est que les RLS. Et vous pouvez aussi définir un certain nombre de paramètres, donc soit limiter le nombre de connexions utilisables par cet utilisateur, c'est-à-dire qu'il peut y avoir plus de X utilisateurs en simultané avec ce rôle-là, et lui attribuer des paramètres spécifiques avec la commande set. Donc quand on crée un rôle, donc là on crée le rôle Joe, on va créer un rôle admin et on va pouvoir créer d'autres rôles et puis ensuite faire participer chacun des rôles à des groupes différents. Donc là ce qu'on fait ici, on crée un certain nombre de... On crée un utilisateur Joe, on crée des rôles admin, wheel, island et on va donner les droits l'appartenance au rôle admin à Joey en disant que il va hériter des droits qui seraient affectés au rôle admin. Pareil, on va donner le droit wheel à admin, le droit island à Joey. Donc Joey pourra utiliser le rôle island avec un certain nombre de... Pour gérer les groupes, ensuite on peut ajouter ou donner en fait le droit ou retirer le droit d'admin à Joey.
fait, il a ce droit-là ou il l'a pas. Donc, dans une session, en fait, on va pouvoir récupérer un rôle aussi, donc faire un set rôle. Donc, vous vous connectez avec un utilisateur particulier, vous faites un set rôle pour lui faire récupérer les droits d'un groupe avec lequel vous allez effectuer des opérations par la suite. À la fin, vous faites un reset role et vous revenez avec les droits que vous aviez au début de la session. Pour supprimer un rôle, alors, un rôle peut avoir des objets. Donc, l'idée, en fait, c'est de dire tous les objets qui lui appartiennent, il faut les réattribuer à quelqu'un d'autre. Donc, soit vous le faites table par table, objet par objet, avec un alter table, et vous le redonnez, vous faites un owner to et à un autre utilisateur. Ou alors, vous utilisez une commande interne qui est reassign owned by, et à ce moment-là, tous les objets de Bob appartiendront à Alice. Et après, vous pourrez supprimer tranquillement le rôle Bob par l'une ou l'autre des méthodes. De toute façon, si vous faites un drop role et que le rôle a des objets, Postgres va vous dire non, on ne supprime pas un utilisateur qui a des objets. Voilà. Donc maintenant qu'on a défini nos rôles, on a plusieurs à jouer. Donc comment est-ce qu'on va se répartir les droits et comment est-ce qu'on va dire qui a le droit de faire quoi, qui peut utiliser quel objet. Donc pour ça, on va accorder des droits. Donc les droits, on va pouvoir les accorder sur les bases de données. Donc sur les bases de données, en fait, on va pouvoir attribuer les privilèges create, connect, temporary. Donc ils vont vous donner le droit de créer des objets dans une base, de vous connecter à une base et de créer des objets temporaires dans cette base. Donc pour faire ça, on fait juste un grand connect ou autre privilège sur la base à un rôle. Ici, on le donne au rôle island. On peut donner des droits spécifiquement sur des schémas, quand vous avez plusieurs schémas dans votre base de données. Donc on descend un niveau en dessous. Et ensuite, à l'intérieur de ces schémas, on va pouvoir donner des droits différents sur des tables, des colonnes, des séquences, et ainsi de suite. Donc vous pouvez donner un droit de select sur une table particulière, un droit d'update sur une autre, voire donner plusieurs droits. Alors, les différents droits qu'on va trouver, alors il y en a, je vous ai mis la liste là, il y a effectivement tous les droits d'accès aux données, select, insert, update, delete, truncate, et ainsi de suite. Puis après, il y a d'autres droits sur les gestions entre les objets, création, ainsi de suite. Mais finalement, il n'y a pas une liste très longue de privilèges que vous pouvez accorder à un utilisateur. Et un paramètre particulier qui est intéressant aussi, c'est le All Privileges. Là, en fait, ce que ça veut dire, c'est que vous donnez tous les droits possibles à un utilisateur sur tel type d'objet. Donc ça, c'est si vous voulez le faire, objet par objet, utilisateur par utilisateur. Maintenant, ce qu'on peut faire aussi, c'est de dire maintenant, quand on va créer de nouveaux objets dans la base de données, mais en fait, on voudrait bien ne pas avoir à se repalucher continuellement le fait de redonner des droits particuliers à un utilisateur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des droits par défaut pour les futurs objets dans la base de données. Donc pour faire ça, on va faire un alter default privileges, alors soit sur le schéma, soit pour un rôle particulier, en faisant un grand select sur les tables. Donc là, on fait un grand select on all tables tout public et ainsi de suite. Enfin, voilà. Donc on peut jouer après avec tout ce qu'on a vu avant et mettre des droits par défaut, ce qui fait que la prochaine fois que vous allez créer une table, les utilisateurs pour lesquels vous aurez donné des droits par défaut les récupèrent. Vous n'aurez pas à repasser systématiquement les droits. On peut aussi supprimer des droits, parce que vous avez créé un certain nombre d'utilisateurs, voire ensuite vous voulez affiner un peu la façon dont les utilisateurs accèdent à vos données. Vous pouvez très bien faire un revoke, insert, sur la table film de public, et vous dites, en fait, tous les groupes n'ont pas le droit, il n'y a qu'un certain nombre de rôles qui ont le droit. Et un intérêt particulier, en fait, on peut trouver dans Postgres une liste de rôles prédéfinis. Donc en fait, ce sont des rôles qui ont des droits particuliers sur des objets dans vos bases de données, dans vos instances. Et en fait, Postgres a défini un certain nombre de rôles par défaut que vous pouvez utiliser en faisant un grand tel rôle à tel utilisateur. Donc on va avoir des rôles plutôt simples, de read all data, write all data, où là on va dire, en fait, tu peux tout lire ou tout écrire. On peut avoir la même chose, mais uniquement pour les paramètres, pour les statistiques, possibilité de scanner les tables. On a un rôle PG Monitor qui doit permettre en fait de ne pas attribuer trop de droits à un utilisateur, mais simplement les droits qui vont lui permettre d'utiliser les outils de monitoring,
Voilà, on a différents types de droits. Pareil, on n'a pas un nombre de rôles prédéfinis importants et ça peut être intéressant effectivement de les utiliser. Et avec PostgreSQL 17, on va avoir le rôle pgMaintain qui va arriver. Et en fait, vous pourrez donner spécifiquement à un rôle le droit d'exécuter des tâches de maintenance dans Postgres. Il n'aura que ces droits-là, mais c'est des droits un peu plus évolués parce qu'il faut quand même qu'il accède à toutes les données. Donc pour faire ça, en fait, c'est simplement grand pg signal backend, par exemple, to admin user. Donc une fois que vous avez attribué vos rôles, alors après il y a un certain nombre de droits, et l'idée en fait c'est de savoir à quel utilisateur j'ai attribué quel droit. Donc pour faire ça, en fait, Postgres maintient une liste des droits que vous pouvez consulter. Alors ils ont une abréviation et en fait c'est pas le droit select qu'on va trouver, ça va être un R pour read, pareil pour insert, ça va être un A pour append. Et donc tout ça on va le trouver en fait quand on va consulter les droits avec un /dp par exemple sur un objet de ma base, où là on va trouver tel utilisateur, SAS par exemple, a le droit d'insertion, de lecture, d'écriture, de délétion, de drop, voilà, sur la base, sur une base, sur tel objet, sur telle table, donc sur la table player, j'ai juste un droit de lecture, enfin voilà, ce genre de choses. Donc on va retrouver la liste de tous les objets qui sont ouverts à tous vos rôles en base de données. Donc si je modifie les privilèges par défaut sur ma table, en fait ce que je veux pouvoir c'est le retrouver, sachant que c'est sur des objets qui n'existent pas forcément déjà. Donc on ne peut pas faire simplement un /dp, en fait ce qu'on fera c'est un /d/dp, et là ça va nous donner tous les droits qui sont attribués par défaut sur ma base de données, sur mon schéma, pardon. Voilà. Donc ensuite, pour restreindre les accès à mes données, on va pouvoir faire des grands revoke sur des objets, ce qu'on a vu, mais on va pouvoir aller un peu plus loin en fait et faire ça même sur une colonne. Donc sur une colonne dans votre table, vous avez la possibilité de dire je veux que mes utilisateurs n'aient pas le droit d'écrire dans telle colonne. Et je veux qu'ils n'aient pas le droit de faire autre chose que lire telle colonne. Alors, après, on a aussi possibilité d'utiliser des vues pour masquer le schéma ou pour masquer, soit pour masquer la complexité d'une requête, soit en fait pour masquer des colonnes. Si vous faites un select sur pgpassword, en fait, vous allez trouver des étoiles. En fait, à la place, vous avez une vue parce que Postgres ne vous affiche pas le mot de passe. Pour restreindre les modifications en fait ensuite aux données, on peut soit utiliser des règles, soit utiliser les RLS. Donc pour faire un grand sur une colonne, c'est comme vous faisiez un grand sur une table, vous faites un grand select de ma colonne 1, update ma colonne 1, on le nom de ma table à tel utilisateur qui a des droits en écriture. Et donc de la même façon, si derrière on fait un /dp sur la table, on va trouver que on a une colonne privilege, qui va vous donner en fait les droits attribués sur une colonne particulière. Si vous voulez utiliser une vue ou une vue matérialisée, vous faites un create view en faisant votre select. Alors soit vous n'êtes pas obligé du coup d'afficher tous les champs de la table sous-jacente, ou alors vous pouvez remplacer la valeur par des étoiles ou ce genre de choses. Ça c'est pour de la lecture simple. C'est pas très compliqué. Ça peut être, c'est une manière assez simple, je dirais, de masquer en fait une information, mais c'est pas une garantie que l'utilisateur par un moyen détourné peut pas accéder à l'information. Donc, plutôt que d'utiliser des vues pour faire de la vraie sécurisation, on va plutôt se baser sur les role level security, qu'on verra un petit peu après. Pareil, pour mettre à jour une vue, on peut dire que sur une vue, sur un delete sur une vue, on va plutôt faire un delete sur la table sous-jacente. Alors, je vous le déconseille pour plein de raisons. Si vraiment vous avez besoin d'aller faire ce genre de bidouille, c'est plutôt sur des triggers qu'on va se retourner. Donc, le role level security, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une information par laquelle vous allez dire à Postgres, en fait, tel utilisateur qui appartient à tel groupe, il a le droit ou pas de voir telle information dans ma table. Et pour ça, en fait, donc on a créé la table Accounts qui contient un champ manager, un champ compagnie, un champ email. On modifie la table pour lui dire qu'on va activer le role level security. Et derrière, on va créer des politiques d'accès aux données. Donc, on crée une politique Account Manager sur la table Account et on va donner aux role managers
le droit d'utiliser, enfin de voir les données de la table à partir du moment où c'est le manager et bien l'utilisateur courant. De la même façon, on peut créer des RLS sur un select d'une donnée ou sur un select dans la table. Pour les fonctions, on a possibilité aussi d'affiner un peu les droits qui vont être attribués avec les fonctions. Donc ça, en fait, dans la création de la fonction, on a deux mots-clés qui sont Security Invoker, Security Definer. Et en fait, l'idée derrière, c'est d'expliciter comment, en fait, les droits sont donnés à l'utilisateur qui appelle la fonction. Donc pour ça, soit on utilise le Security Invoker, et donc on va donner les droits de l'utilisateur qui exécute la fonction, donc c'est par défaut. En fait, ce qui se passe, c'est que si l'utilisateur n'a pas accès aux données sous-jacentes de la fonction, en fait, la fonction va retourner une erreur en disant on n'a pas l'accès aux données. Ou alors le Security Definer, où là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exécuter la fonction comme si elle avait été appelée par l'utilisateur qui a créé la fonction. Et donc qui, lui, normalement, a accès aux données sous-jacentes. Donc ça, c'est pour sécuriser les objets. Maintenant, si on veut sécuriser réellement les données. Donc, comment on va faire pour sécuriser les données? En fait, il y a la question qui revient souvent, c'est est-ce qu'on peut faire du transparent data encryption? Est-ce qu'on peut chiffrer les données sur disque au moment où on les écrit, au moment où on les lit? Est-ce que Postgres sait faire ça? Aujourd'hui, il n'y a rien en natif dans Postgres. Il y a quelques projets qui avancent, qui travaillent là-dessus, mais il n'y a rien en natif. On n'a pas possibilité de dire cette base-là, je veux qu'elle soit chiffrée, ou cette table-là spécifiquement doit être chiffrée, ou cette colonne-là doit être chiffrée. Il n'y a pas. Et il n'y a pas non plus de type natif chiffré dans Postgres. Donc tout est stocké en clair. Alors en clair. Vous ne pouvez pas, avec un simple éditeur, aller voir les données, mais ce qu'on veut dire, c'est que normalement, tous les utilisateurs ont accès à toutes les données, en dehors de traitements spécifiques. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour chiffrer la donnée? On peut soit utiliser PG Crypto, soit aller chiffrer le stockage, mais on ne répond pas aux mêmes besoins. Avec PG Crypto, en fait, on va chiffrer la donnée. Alors bon, évidemment, ça nécessite OpenSSL. Ça s'appuie sur le standard OpenGPG. Ça va vous fournir un certain nombre de fonctions de hachage et de fonctions de chiffrement PGP. Mais une fois que vous aurez chiffré vos données, elles ne seront pas indexables. Donc il y a une autre difficulté liée à l'utilisation de PG Crypto. L'idée derrière ça, c'est qu'en fait, si vous n'avez pas la clé de déchiffrement, vous n'avez pas accès à la donnée. Lorsque vous vous connectez à la base et que vous faites vos requêtes sur la base, il vous faut la clé de déchiffrement. Un autre besoin qu'on voudrait satisfaire, en fait, c'est de chiffrer le file system. Mais là, en fait, on fait du chiffrement au repos. L'idée là, c'est de dire on veut se prémunir du vol du disque dur. En data center, par exemple, il y a un petit malin qui voudrait aller vous piquer le disque dur en disant je vais récupérer les données et je vais les remonter chez moi. S'il n'a pas la clé de déchiffrement, il ne pourra pas. Bon, après, c'est toujours pas, on peut aller plus loin. Alors, il y a différentes manières de chiffrer le file system. On peut faire du chiffrement bloc ou du chiffrement fichier. Mais ça répond à une problématique effectivement plus particulière, qui est celle du vol physique du stockage. Donc ça, c'est, je dirais, les manières un peu de sécuriser vos données lors de l'accès dans une session PostgreSQL. Mais il y a d'autres manières, en fait, de laisser passer, de laisser fuiter l'information. Ça va être la première chose, c'est d'avoir un accès à la machine. En fait, c'est tout simple. Si votre machine avec vos données importantes, elle est sur un PC dans l'open space, alors rigolez pas, je l'ai vu, hein. Le PC dans l'open space au pied d'un bureau sur lequel il y a les données critiques de la société, ça existe. Le souci, c'est qu'à peu près toute personne qui rentre dans l'entreprise a accès au PC. Bon, c'est pas très sécurisé. Même si vous chiffrez vos données ou vous chiffrez, en fait, il y a accès au disque, donc il y a moyen de bidouiller. Donc, pareil, quand vous avez vos données dans un data center, l'idée, c'est de savoir si les contrôles de sécurité sont correctement faits dans le data center, si n'importe qui peut accéder à votre baie, si votre baie elle est fermée à clé ou pas. Enfin, voilà. Donc, il y a un certain nombre
de façons en fait d'accéder au serveur et donc au disque et donc à la donnée. De la même façon, gérer les mots de passe des comptes admin. Si vous pouvez vous connecter avec n'importe quel utilisateur en SSH et que tout le monde est sudoer et peut accéder ensuite à une session sur la machine, on peut douter effectivement de la sécurisation de vos données derrière. Après, il y a ce que je classerai un peu dans tout ce qu'on va, dans toute la mouvance SysOps, DevOps, en fait la mauvaise manip. Parce que quand on parle de sécuriser la donnée, c'est pas uniquement de s'assurer que les gens peuvent pas aller vous voler de la donnée, c'est aussi de s'assurer de la persistance de votre donnée. Et le delete sur la base de prod alors qu'on pense être en staging, ça arrive plus souvent qu'on ne croit. Le mauvais script de backup qui commence par supprimer vos données physiques sur le disque avant d'effectuer une sauvegarde, c'est bien, la sauvegarde est plus courte, mais ça existe aussi. Après, c'est un peu plus compliqué de revenir aux données. Autre manière de sécuriser un peu vos données, ça peut être tout bête, mais quand vous prenez le train, en général, vous trouvez toujours quelqu'un assis à côté de vous qui va ouvrir son PC avec écrit en gros dessus confidentiel et va commencer à lire son document, va laisser son PC ouvert, va aller passer un coup de fil. Je suis sûr qu'on peut trouver de la même façon un DBA qui accède à sa prod, qui est en train de faire un truc parce qu'il voulait vérifier quelque chose et qui va être interrompu par un coup de fil ou qui va afficher une donnée que son voisin d'à côté va lire. C'est aussi une manière de sécuriser la donnée. C'est plus le facteur humain, mais c'est aussi une manière d'accéder à... alors pareil, quand vous avez une société externe qui intervient chez vous, c'est pas forcément la peine de lui dire là il y a le compte route, vous avez accès, je vous laisse mon PC et on se revoit demain. Parfois on peut être un petit peu plus sioux que ça et voilà, accorder sa confiance à une société dont on ne sait rien, c'est pas toujours une très bonne idée pour la confidentialité des données ou la sécurisation de ces données. Pareil, dans les traces d'activité de Postgres, parfois on dit bon, c'est que du log, c'est pas très grave, si c'est en clair et si ça se promène, il n'y a rien. Sauf que dans les logs, vous pouvez trouver des données sensibles, vous pouvez trouver des données nominatives, vous pouvez trouver des numéros de sécu, vous pouvez trouver plein de choses dans les logs. Et quand il y a des... Là, en ce moment, ça circule pas mal, mais quand vous avez des intrusions dans des systèmes d'information, ils ne récupèrent pas forcément la base de données. Ils peuvent aller chercher des fichiers moins sécurisés dans lesquels on va trouver des informations ultra sensibles aussi. Donc après, pareil, alors les traces d'activité peuvent aussi vous servir, vous, à savoir qui a accédé à vos données, a posteriori. Quand il y a une intrusion, vous pouvez aller rechercher d'où venait l'intrusion. Autre point important, les sauvegardes. Alors, il y a plusieurs chapitres dans les sauvegardes. Il y a le fait de faire des sauvegardes et surtout de les tester. Parce que le jour où vous avez un pépin et que vous n'avez rien à restaurer, vos données sont perdues. Et ce n'est pas parce que quelqu'un d'autre est venu vous perdre vos données, c'est que vous les avez perdues tout seul. Mais aussi, ça peut valoir le coup de faire attention à ce que vous faites de vos sauvegardes. Si vos sauvegardes sont sur un disque dur externe sur votre bureau et que vous partez en vacances pendant une semaine et que le disque il est toujours là, pas sécurisé, potentiellement, on pourrait très bien récupérer cette sauvegarde, la réinstaller et accéder à vos données. C'est pas impossible. Donc, l'idée derrière des sauvegardes, c'est d'en faire, ça c'est sûr, de les tester, mais aussi de les chiffrer, de les externaliser et de les ranger dans des endroits où elles ne peuvent pas être accessibles aisément. Autre point important dans la sécurisation de vos données, c'est les mises à jour. Alors, il y a les mises à jour de Postgres, les mises à jour mineures. L'idée, c'est pas d'attendre 3 semaines de savoir si quelqu'un a utilisé la faille ou a trouvé un moyen d'utiliser la faille qui a été corrigée. Mais c'est à partir du moment où on vous dit qu'il y a une nouvelle mise à jour mineure qui est sortie, c'est de l'installer le plus vite possible. Alors, ça marche pour la base de données, mais ça ne marche pas uniquement pour la base de données. Vous pouvez avoir aussi un driver qui est vérolé, vous pouvez avoir une bibliothèque que vous utilisez dans votre application qui est vérolée. Toutes ces choses-là sont à mettre à jour. Ça fait partie des règles d'hygiène normale de votre application et de votre stack.
Donc avec Postgres, on a les CVE qui, enfin pas qu'avec Postgres d'ailleurs, vous avez les CVE, vous pouvez vous baser là-dessus pour savoir quelles sont les failles qui sont corrigées et à quelle fréquence en fait je dois mettre à jour mes applications, enfin en fait toutes vos bibliothèques, que ce soit la base de données, l'application et parfois aussi l'OS, le serveur. Vous pouvez avoir des failles aussi sur du matériel, c'est pas impossible. Donc en conclusion, alors lisez la doc, ça évidemment, lisez la doc. Usez et abusez de l'expertise de votre DBA, parce que votre DBA, il sait normalement quelles sont les possibilités de sécuriser une donnée en fonction de ce qu'on va faire de cette donnée. Et si vous n'avez pas de DBA, bah, référez-vous à des experts du domaine. Et j'en ai fini. Merci. Est-ce que quelqu'un a des questions? Alors, je ne sais pas si vous pourrez me répondre, mais je pose la question à la communauté. Il y a une fonctionnalité sécu qu'on attend avec impatience, c'est le IDC, donc l'Open Data Connect, qui permet de dire dans la date tel groupe de support peut se connecter à tel user. On a vu que c'était dans la DevFest de juillet. On a testé le patch et ça a fait ce que l'on veut, ça nous intéresse. Par contre, DevFest de juillet, ça veut dire 137, 118. Est-ce qu'un retour d'un utilisateur, ça peut apporter quelque chose? Comme le truc est déjà passé à d'autres DevFest, ça a été refusé. Est-ce que ça peut permettre de le faire pousser? C'est un peu qu'on utilise sur d'autres bases, on entend beaucoup. Est-ce que tu sais si on peut contribuer à faire pousser ce patch? Comme ça, non, j'ai pas de réponse. Après, l'avantage des DevFest, enfin des Commit Fest, c'est que tout le monde peut participer en fait en appliquant le patch, en le testant et en faisant un retour. Et donc peut-être qu'effectivement, s'il y a des retours en disant c'est vraiment une fonctionnalité que, mais c'est pas pour autant que ça va pousser plus vite le développement. Enfin, je veux dire, si le développement n'est pas finalisé, ça poussera pas. Et concrètement, comment on fait du coup pour faire un retour sur le Commitfest? Alors concrètement, je sais plus. Enfin, faut s'inscrire, il faut aller récupérer. Enfin, je crois qu'il faut se faire référencer en fait sur le patch particulier qu'on veut tester. Il y a un truc comme ça. Je sais pas. Il y a peut-être des gens dans la salle qui ont une meilleure réponse que moi. Ouais, Ouais, sur la Commit Fest, normalement, il y a le lien vers le mail sur Hackers. Et pour répondre sur la liste, en fait. Faut participer à la discussion communautaire. En disant qu'en tant qu'utilisateur, le patch il est vachement bien, il fait ce que ça dit que ça doit faire, et en plus tu l'as testé, ça répond à un besoin réel. Mais comme dit Stéphane, si le code n'est pas prêt, le code n'est pas prêt. Et par contre, si les gens se disent je ne sais pas à quoi ça sert, ça peut être vachement utile d'avoir ce genre de retour. ouais. On a le temps encore pour une autre question. Bonjour. Je voulais savoir au niveau de TDE. Il y a une société Cybertech qui fait un TDE. Par contre, la fonctionnalité a été annoncée pour la version 16. Et on n'a pas eu de trace. Est-ce que vous pouvez donner des infos là-dessus? Non. Alors c'est chez eux. Alors est-ce qu'on peut est-ce qu'il est utilisable en production? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. On l'avait essayé, on Ouais. avait modifié la version de Cybertech, mais c'est vrai que on a vu qu'elle était annoncée pour la 16, mais ça n'avait pas été fait. Ah oui, vous voulez dire intégré dans la 16? Ouais. Ah non, non. Ouais. Et à mon avis, même pas en 17. Ouais, non, 17 non plus. Ouais. Non, non, et parce qu'en fait, alors à un moment, il y avait
au moins 3 versions différentes pour répondre à cette question-là. Je sais que les Russes travaillaient sur une solution, Cybertech travaillait sur une solution, et je crois qu'il y avait une autre société qui travaillait sur une solution. Et, ouais. Ouais, donc il y a, en fait, voilà, hein? Tiens. Ouais, je peux peut-être répondre sur la partie TDE. En fait, TDE aujourd'hui, ça existe dans plusieurs sociétés, donc qu'a cité Stéphane, et ce sont des patchs propriétaires. Voilà. C'est propriétaire. Ok. Ouais, d'où la difficulté en fait de le faire intégrer, c'est que bah il y a des façons de le faire différentes qui sont pas forcément que tout le monde enfin que les différentes sociétés qui ont développé leur patch proprio vont pas se mettre vont avoir du mal à se mettre d'accord sur une version qui va être intégrée à la communauté. Ok. Désolé, je ne vais pas te rester sur le truc. Mais, ouais, concrètement, c'est propriétaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça fait plusieurs années que plusieurs utilisateurs avaient besoin de ce patch. Moi, je veux parler de la société qui m'emploie, qui a ça depuis plusieurs années et qui essaie de pousser au niveau communautaire. Mais en fait, chaque société qui a ce patch fait la même chose de son côté. Et en fait, il n'y a pas de consensus sur tel ou tel patch qui serait meilleur ou implémentable, etc., etc. Et donc, il n'y a pas non plus de volonté, enfin, à ma connaissance de la core team, d'avoir ce truc-là. Parce qu'ils considèrent que c'est pas une priorité, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, il y a un conflit, si vous voulez, entre les besoins des utilisateurs d'un côté professionnel et la communauté. Et du coup, ben, des sociétés comme la mienne, et encore une fois, d'autres non, hein, c'est de répondre à ses clients. Voilà, donc on est obligé de faire ça. Voilà. Encore une question? Merci encore. Merci à vous.